jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. La nouvelle équipe de la SENCO a aussi rassuré le président de la République de son ouverture de travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population, a renchéri Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO. Sachez aussi que le Premier ministre vient de boucler sa mission dans la province, dans la partie est du pays. Ce jeudi, Judith Souminois a reconforté les militaires blessés de guerre pris en charge dans l'hôpital militaire avant de s'incliner sur les tombes des compatriotes tués et massacrés dernièrement par le Rwanda via le M23. Hier mercredi, au gouvernorat, le Premier ministre a donné un message aux forces vives. On l'écoute dans cet extrait choisi par Françoise Bouela. L'efficacité. Dès que j'ai été nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage, dans les premiers échanges que j'ai eus avec lui, je lui ai dit je sais que la population congolaise dans les différentes provinces, dans les 26 provinces, chacune a ses problèmes. Mais il est important de quand même commencer par l'est du pays. Il y a quand même ce problème de sécurité, ce problème de conflit armé auquel vous faites face depuis près de 30 ans. Et ça, c'est une situation qu'aucune autre province, à part celle du nord Kivu, de l'Ituri et aussi du sud Kivu, ont vraiment subi. Nous avons les rapports de la sécurité, nous avons des informations. J'aurais pu me dire, je reste à Kinshasa, je me contente de ces rapports-là et voir avec les membres du gouvernement comment on va trouver des solutions. Mais j'ai pensé qu'il était indispensable pour moi d'être là. Parce que ce qu'on sait, c'est une chose. Mais quand on vient et qu'on discute avec les personnes qui sont confrontées au problème directement, on peut appréhender les choses différemment. Notre souhait à tous est que cela cesse. Mais la situation ne datant pas d'aujourd'hui, il est important d'aller exhumer tous les problèmes pour pouvoir les faire remonter à la surface et voir comment on va pouvoir trouver les solutions idoines. On ne va pas faire de miracle. Je n'ai pas de baguette magique. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être, en regardant les choses différemment, on peut arriver à trouver vraiment les pistes de solution. Le chef de l'État aujourd'hui, il est engagé dans un processus pour la montée en puissance de l'armée, avec à son côté les membres du gouvernement. Mais en même temps, nous ne pouvons pas négliger la piste de la diplomatie. Parce que de toute manière, même cette piste-là peut donner des effets, parce que c'est une pression qui est mise. Et donc, il ne faut pas la négliger. C'est un récit tragique d'un génocide oublié en plein 21e siècle au camp des déplacés de 18e CEPAS. Ces Congolais ont encore les souvenirs de leur enfer vécu le jour où le Rwanda a massacré et tué à Saké. À l'hôpital militaire de Kantino, on peut voir un militaire amputé pour avoir défendu la patrie. Une histoire tragique relatée par Gaëtan Magalano, notre envoyé spécial dans la ville de Goma. À 10 km du centre-ville de Goma, le Rwanda impose à une population un tout autre style de vie, différente de celle vécue avant son agression sur le sol congolais. Deux maisons en bâche devenues deux habitations de circonstances puisque le Rwanda tue et massacre dans le Saké. Cet homme préfère se rappeler de cette barbarie de Kigali.
basoda na biso babundi tititi na pokwa ça ne va pas na bavio ye salisi abeti monguna azongisi yeko débordé nde akoti na pembeni ya saki abomaki soyebi bango kaka koboma. Dans le camp de déplacés internes de Mugunga, de conditions de vie laissent à désirer de traces de la bombe larguée sur la population encore visible. Des enfants cherchent à s'occuper. Ici, le mot école est devenu quasiment impossible pour ces enfants qui se donnent à de jeux de billes, puisque l'école n'existe quasiment pas dans ces centres situés à Mugunga. Jusqu'à les enfants n'étudient pas. Et les enfants qui étudient, ce sont les enfants de 6e primaire tout simplement. Au camp de déplacés de la 8e CEPAC, le service sanitaire tente de contenir le nombre de maladies présentes. Diarrhée alimentaire pour ne citer que cela. Au front, 2 vaillants soldats payent le prix le plus fort dans la défense de la mère patrie. Un bras ou une jambe amputée. Malgré leur hospitalisation, certains payent de leur vie. Le cimetière Géno Coste, avec cette inscription ici, repose le victime de l'agression rwandaise, rappellera aux générations futures le récit d'un génocide oublié au Congo. C'était il y a 64 ans, le 30 juin 1960, c'est que l'on appelait alors le Congo belge obtient son indépendance pour devenir à ce jour la RDC, une indépendance qui a marqué la rupture avec l'indépendance coloniale pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Les grandes dates qui ont conduit particulièrement au début de l'indépendance. Eric Kabamba pour ce reportage. De la RDC, le pays soufflait cette année ses 64 bougies. L'éclat de la révolte de cette journée historique a sonné avec la publication en 1956 du plan des 30 ans pour l'émancipation du Congo du professeur Val Bilsen. La publication de ces documents a soulevé un tollé et a suscité la publication des 2 manifestes. Celui des consciences africaines et celui de l'Alliance des Bas-Congo qui estimait que le délai des 30 ans était inacceptable. L'écho de l'indépendance du Ghana en 1957 et de la Guinée en 1958 ont renforcé davantage les revendications des Congolais. En cette période, de nouveaux partis politiques comme le Mouvement national congolais MNC de Patrice Lumumba sont alors créés, demandant tous l'indépendance de leur pays. La journée du 4 janvier 1959 marque un tournant dans la marche du peuple congolais vers l'indépendance de la RDC. Ces jours-là, des émeutes ont eu lieu à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, déclenchées par les refus des autorités coloniales belges d'accorder les droits des rassemblements aux membres du parti politique Alliance des Bas-Congo. Le membre de la BACO, dirigé alors par Joseph Kasavubu, manifestait malgré l'interdiction. La répression était violente et sanglante. Face à la pression, le 13 janvier 1959, le roi de Belge a lancé un message, c'est lui, de reconnaître les droits des Congolais à l'indépendance. Fin janvier 1960, une table ronde rassemblant le parti politique congolais et les dirigeants belges a eu lieu à Bruxelles et l'indépendance est fixée au 30 juin. C'est à 11h du matin, le 30 juin 1960, que le roi Baudouin, roi de Belge, arrive dans la capitale congolaise pour se défaire du Congo. C'est devant le chambre réunie que le roi Baudouin prononce son discours à la gloire de la colonisation. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Un discours paternaliste contrecarré par le minute qui suit par celui qui joue un rôle majeur dans l'émancipation des Congolais, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Une prise de parole entrée dans la postérité. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Leader du mouvement national congolais, Patrice Lumumba a dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas, voire même les chants de l'indépendance.
Qui est le ministre de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance du public en général et aux organisations d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 30 juin 2024 commémorant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo tombe le dimanche. Par conséquent, la journée du samedi 29 juin 2024 est déclarée chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. C'est un communiqué signé Ephraim Akwakwa Nametu. Ce jeudi 27 juin 2024 marque la fin de l'épreuve de l'examen d'État édition 2023-2024. Les finalistes du secondaire ont terminé leur cycle avec cette évaluation. Malgré la guerre d'agression, les élèves ont pris part pendant 4 jours à ces épreuves. Pour certains observateurs, l'examen d'État qui s'est déroulé sur tout l'ensemble du territoire national est un facteur de l'unité nationale. Une chronique d'un examen qui a résisté dans le temps avec Guy Matundu. Ils étaient près d'1 million d'écoliers congolais à présenter l'examen d'État cette année scolaire 2024. Chaque année, le chiffre de participation va croissant. L'examen d'État, ce modèle d'évaluation des élèves du cycle secondaire, est un véritable vecteur de consensus national. Depuis la première édition en 1967, ces épreuves se passent sans encombre sur l'ensemble du territoire national et même au-delà des frontières nationales dans les pays limitrophes où il y a des écoles congolaises rattachées à nos représentations diplomatiques. L'examen d'État est devenu une véritable institution nationale. Les mâles des items d'examen d'État arrivent même dans les contrées en proie à l'insécurité et à de fortes tensions. J'ai même appris aussi que les élèves de Goma ont présenté l'examen d'État. Là, j'ai vraiment apprécié. Ça s'est déroulé dans le calme. L'heure du début de l'examen aussi, c'était excellent, c'était parfait. Les chefs de centre aussi étaient corrects. L'année scolaire 2024 n'a pas dérogé à cette règle. Quelles que soient les contraintes économiques, financières ou sécuritaires, l'examen d'État poursuit son bonhomme de chemin. 57 ans après, l'on est tenté de se poser la question sur son efficacité ou sur l'efficacité de l'ensemble du système éducatif congolais appelé à beaucoup de réformes. L'arrivée à la tête de ce ministère de Mme Raissa Malou, une personnalité issue du monde scientifique, peut augurer de lendemains enchanteurs. L'actuelle ministre de l'enseignement primaire, Mme Raissa Malou, a œuvré dans le secteur éducatif des années durant, longtemps avant qu'elle n'occupe le fauteuil ministériel. Elle mettra sûrement son expertise au secteur éducatif congolais pour son rayonnement. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a eu des échanges à tour de rôle avec les ministres des hydrocarbures et de l'agriculture. Au cours d'une séance de travail, ces derniers ont harmonisé les vues sur la manne pétrolière congolaise et les prix. Avec le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Daniel Mukoko Samba a relevé la problématique de la rareté de la farine de maïs. Rodé Panda. C'est pour une convergence de vues que les deux ministères, celui de l'économie nationale, chapeauté par le professeur Daniel Mukoko Samba, et celui des hydrocarbures, sous la responsabilité du ministre Sakombi Molendo, assisté de son vice-ministre Wivin Moleka, que ces échanges ont été tenus. Objectif, évaluer la mise en œuvre des actions et activités retenues dans la feuille de route mise en place par le gouvernement congolais. Nos deux ministères travaillent de manière étroite sur ce que l'on appelle l'aval pétrolier, c'est-à-dire la commercialisation des produits pétroliers. Bien sûr, il y a la question de fixation du prix des produits pétroliers à la pompe. Il y a également bien d'autres questions sur lesquelles nos deux ministères doivent travailler. Après cette réunion pédagogique, le chef de l'économie congolaise, Daniel Mukoko Samba, a reçu la délégation du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire conduite par le ministre d'État Grégoire Mouchai Moutombe pour parler de la crise de maïs dans certains espaces de la RDC, ce qui s'inscrit dans les principes de gouverner égale prévoir. Nous voulons prendre les mesures nécessaires pour que nos concitoyens qui vivent dans les
les espaces concernés par ce problème ne subissent pas les effets d'une augmentation exorbitante du prix du maïs. Pour les ministres d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchal Moutombe, cette situation est devenue habituelle et cyclique. Il faut s'y attaquer et bien s'en occuper pour des solutions pérennes. Nous envisageons de faire un plan. Il y aura un draft qui sera mis en place d'ici quelques jours. Nous allons continuer éventuellement à juguler. Les deux secteurs veulent définir ensemble une démarche et agir en synergie avant toute éventuelle crise de maïs. Il s'observe une nette amélioration dans la fourniture de l'énergie électrique dans la capitale. La SNEL a mis en place un plan de stabilisation dans la desserte en électricité. Constat fait par nos reporters à travers ce commentaire de Cédric Enina. Curieux, hors de l'ordinaire, les mots sont choisis pour constater la stabilité dans la fourniture en énergie électrique dans la capitale. Informé à ce sujet, la raison est toute simple pour la SNEL. Les plans de stabilité lancés par cette entreprise qui vise l'amélioration de la production et du transport de l'électricité, c'est à la base. Une amélioration qui sévit, qui ne se décrète pas. L'électricité nous faisait honte. On s'abstenait même de prendre des engagements avec les clients. Mais ces derniers temps, nous sentons une stabilité. Mais si seulement c'était le cas depuis, ça allait être une bonne chose. Moi, je félicite la SNEL pour ce travail. Que ça dure alors. Ça sera une bonne chose pour nous abonnés et eux-mêmes également. En tout cas, nous avons constaté une nette amélioration. Nous disons merci au chef de l'État et surtout que son second mandat apporte plus de développement. Le comité de gestion de la SNEL a entamé depuis peu cette mutation par les remplacements de certains transformateurs et câbles pour réduire les déficits. Le tout sous l'impulsion du directeur général Fabrice Lucindé, avec comme homme de terrain les DDK, Denis Toukouz. Le directeur général avait lancé un vaste programme d'élimination de poches noires à travers la ville de Kinshasa, d'assainissement des réseaux qui est vétuste, et voilà enfin le lot de matériel important commence à atterrir. Pour nous, de la distribution, nous sommes énormément contents parce que nous allons profiter de la saison sèche pour commencer à assainir notre réseau. Ces plans de stabilisation de la fourniture en énergie électrique va de 2014 à 2026 et une fois arrivé à terme, va permettre à la SNEL de passer à la seconde étape qui consiste à une exploitation maximale du potentiel énergétique de la République démocratique du Congo. Et puis la ville de Bunia, en province de l'Ituri, revêt une belle robe en termes d'infrastructures routières, malgré quelques poches d'insécurité. Une vue panoramique change l'image de la province grâce à la gestion managériale du gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama. Regardez. 24 km de routes sur 37 sont déjà asphaltés au stade actuel en ville de Bunia. Des travaux exécutés par l'entreprise de génie civil Mogabaon sous le financement du gouvernement central. Cette vie panoramique change l'image du chef-lieu de l'Ituri il y a quelques années où la poussière jonchait les grandes artères de cette ville. C'est une manière d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'émergence pour le développement de l'RDC, a laissé entendre Joseph Akilimalu, directeur général de cette entreprise. Je suis là juste pour l'accompagner dans la réalisation de ses promesses. Et quand on fait l'évaluation post-état de siège, et aujourd'hui, en tout cas, il y a un grand changement. Parce qu'avant, toutes les routes, c'était la poussière. Mais aujourd'hui, depuis 2022, en mars, nous avons commencé les travaux. Nous sommes aujourd'hui déjà à 24 km asphaltés. Au
Occasion pour lui de rassurer une certaine opinion de la quiétude qui règne dans cette partie du pays grâce à l'administration militaire de l'Ituri. Les Congolais qui pensent qu'en Ituri, c'est la guerre, ce sont les tueries, ils doivent enlever cette idée dans leur tête. À l'Ituri, il y a aussi le développement. Ce que nous faisons là, si nous on investit, c'est parce qu'on s'est dit, l'Ituri doit aller de l'avant. Mon souhait est que l'Ituri soit vraiment une province modèle parmi les 26 provinces que nous avons en RDC. Les Congolais en général, particulièrement les Ituriens, que nous puissions tous mettre la main dans la pâte pour accompagner notre pays. Parce que sans les privés, il sera difficile que le chef de l'État arrive à créer tous les emplois qu'il voulait créer pendant son deuxième quinquennat. Rappelons qu'en plus de l'asphalte de la voirie urbaine de Bunia, l'entreprise Mogabaon intervient dans la réhabilitation des axes routiers d'intérêt économique, l'aviation, l'assistance humanitaire en faveur de déplacés, la construction du bureau administratif du territoire du Roumou, ainsi que la résidence de l'administrateur de ce territoire et ses assistants. Passer en revue le plan quinquennal du gouvernement sur les infrastructures routières, créer la synergie d'action et évoquer les questions financières. C'est l'objectif de la réunion entre le ministre d'État des infrastructures, le gouverneur de la ville de Kinshasa et le ministre provincial des Finances. Alexis Guizarro leur a présenté ce vaste programme qui va être exécuté au cours du second mandat du président de la République, Hérudis Kitutu. Il était question au cours de cette rencontre non seulement de présenter le plan quinquennal 2024-2028 sur les infrastructures routières de la RDC, mais aussi d'examiner l'ampleur des défis qui attendent les différentes parties prenantes à ce plan. Alexis Guizarro Mouvouni, ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics, a reçu les parties prenantes, attend d'elle une franche collaboration et surtout l'accompagnement du ministère des Finances. Il vous souviendra que le programme d'action du gouvernement a parmi ses axes prioritaires plus de connectivité de notre territoire national. Comment nous les finançons, comment nous mettons ensemble un cadre de collaboration pour appuyer cette initiative. L'idée est partir sur une échéance de 5 ans, mais comme dans toute réflexion, nous pensons que nous pouvons planifier ces travaux en 5 ans ou plus pour essayer de choisir nos priorités. Et si vous voyez, monsieur le gouverneur, à côté de moi, mais également mon collègue le ministre de la ville, c'est parce que nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une synergie d'action entre les membres du gouvernement, mais également avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et évaluer et penser comment nous allons avancer ensemble, main dans la main, suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une commission mixte, ministère des Infrastructures, Travaux Publics, des Finances, gouvernorat de la ville-province Kinshasa et bien d'autres parties prenantes sera mise sur pied pour discuter notamment sur les priorités de ce plan et les attributions de chaque partie. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Et le corps diplomatique a eu lieu cet après-midi dans la salle de conférence internationale des affaires étrangères. Les directives ont été tracées par Thérèse Kawikwamba et Dichala, Patrick Achala. C'est une tradition diplomatique. La nouvelle chef de la diplomatie congolaise a retrouvé les corps diplomatiques et représentants des organisations internationales dans la salle de conférence internationale des affaires étrangères. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kawikwamba Wagner, a rassuré les diplomates sur la promotion des intérêts communs avec l'observance des us et coutumes diplomatiques. Elle a aussi vite fait de rappeler quelques questions majeures d'actualité qui s'imposent en urgence: l'agression rwandaise contre la RDC, le désengagement de la MONUSCO et la transition réussie au Tchad au niveau sous-régional. Je suis persuadé que suivant la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents, nous allons davantage veiller à la consolidation de nos relations. Mon intention aujourd'hui est de partager avec vous les valeurs, les convictions et les ambitions légitimes de notre politique étrangère. Je dois à cette occasion souligner
que la précarité sécuritaire à l'est du Congo et la campagne du Rwanda impunie reste la priorité pour notre gouvernement. Parce que c'est une coutume, le doyen du corps diplomatique à Kinshasa, l'ambassadeur du royaume chérifien, a pris la parole au nom de ses pairs. Dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, s'est engagée à travailler pour des actions fortes et des sanctions ciblées contre les responsables des violations graves des droits de l'homme pour aider à restaurer la paix et l'intégrité du territoire national. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais vit des moments de son histoire au sein de cet établissement public. Chacun donne des ordres à sa manière, une situation qui risque de perturber son bon fonctionnement selon les bénéficiaires de ce service public qui voient le danger venir. Edith Chala et Patrick Kachala. D'un établissement public locataire, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC en sigle est passée propriétaire dans 11 des 26 provinces où elle est représentée avec près de 1000 experts disséminés. Kinshasa compte une maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation inaugurée en octobre dernier par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. On y trouve un incubateur mixte à 2 filières, l'ingénierie légère et agroalimentaire et l'incubateur Queer. Le directeur général de l'ANADEC, le professeur Godefroy Kizaba, a réussi à 9 mois à donner à cet ex-OPEC une colonne vertébrale selon la vision du président de la République. Ceci ne semble pas être au goût de certains détracteurs, sinon comment expliquer que certains administrateurs opèrent des permutations de postes au sein de l'ANADEC sans l'aval du directeur général. Un dialogue constructif est urgent et le nouveau ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises doit rapidement s'y pencher. Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, a visité hier mardi le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Au cours de sa ronde dans différents pavillons, le ministre d'État de la justice a déploré les conditions carcérales dans lesquelles vivent ces prisonniers. Suivez ce reportage de Cédric Kenina. De la restauration à la pharmacie pour la prise en charge des détenus en passant par leurs cellules, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'est fait une photographie exacte des conditions carcérales à la prison centrale de Makala. Rien que l'accueil, l'on sent l'absence de l'humain dans les conditions de vie, dans ce monde à part, où l'on s'entasse sans trop se plaindre. Constant Moutamba s'est montré pragmatique. Une commission sera mise en place de ce week-end pour statuer sur le désengorgement de ces lieux de détention initialement prévus pour près de 1500 détenus, mais qui accueillent aujourd'hui 10 fois plus. Plus rien ne sera comme avant. Les dossiers seront examinés au cas par cas.